Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 1080 intitulé Le héros de la marine. Les événements se précipitent dans le Nouveau Monde et la Terre trempe sur l'île de la Ruche. Après la révélation du pouvoir de Shanks au dernier chapitre, voici qu'aujourd'hui c'est au tour de Monkey D. Garp de faire une entrée fracassante au sein d'un territoire Yonko. Elle permet également de découvrir les fruits du démon de l'équipage de Barbe Noire contre ceux de l'unité secrète du Sword. L'évasion de Kobe nous fait une Impel Down 2.0 et risque de mener à une guerre bien plus cataclysmique que celle de Marineford. Les plus grandes puissances s'entrechoquent. Je tenais par ailleurs à vous remercier chaleureusement pour tous vos messages de guérison. On reprend doucement même si cette review reste d'être très longue compte tenu du chapitre incroyable que nous a offert Oda. Alors préparez-vous pour cette grande vidéo et pour fêter mon retour, explosez les likes, partagez un maximum cette vidéo et surtout abonnez-vous parce qu'il manque moins de 300 Muginina pour atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est juste fou donc je compte sur vous, je vous remercie et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette grande review. Ce chapitre s'ouvre sur l'île de la Ruche, où les pirates sont en effervescence après que Kobe se soit échappé de la prison. Bien déterminés à le livrer à la Cross Guild, les versions Barbe Noire et Kit de Wish nous font découvrir le fonctionnement des primes données à la marine. Il s'agit d'un système d'étoiles équivalent à un trésor, la prime de Kobe étant de 5 étoiles, soit 500 millions de berries. En réalité, ce concept de prime étoilée ne découle pas de la Cross Guild, mais bel et bien de Doflamingo. Et oui, souvenez-vous, lors de la grande bataille de Dressrosa, cet ancien dragon céleste avait octroyé des primes aux têtes des Mugiwara et à leurs alliés. Ce chapitre s'appelait d'ailleurs Étoile et a donné lieu à cette case mémorable d'Usopp ayant obtenu la plus haute prime avec 5 étoiles dont le montant s'estimait à 500 millions de berries, soit la somme exacte de celle de Kobe aujourd'hui. Ce qui me fait dire deux choses. D'un, la Cross Guild sont des gros plagieurs et de deux, que Doflamingo doit vraiment rejoindre cette organisation parce que c'est un signe divin pour lui de s'allier à cette alliance diabolique. Comme je l'ai déjà mentionné dans ma review du chapitre 1058, je pense vraiment que la Cross Guild compte s'agrandir avec le reste des Shichibukai. Et ce chapitre renforce d'autant plus cette idée. En effet, Kobe est parvenu à s'échapper grâce à l'aide d'un personnage inattendu, Perona. Seule et sans aucune aide, elle s'est rendue telle une goth sur le territoire d'un Yonko, abritant des milliers de pirates, pour libérer son ancien capitaine détenu dans la prison souterraine. Je sais pas si vous réalisez quel cran elle a eu pour venir sauver Moria, sachant que même Prince, membre du Sword, flippait d'y aller avec sa flotte et n'a accepté qu'à l'instant où Garp se tenait à leur côté. La loyauté de cet équipage est vraiment exceptionnelle et ce n'est pas sans raison qu'il se faisait appeler le Quatuor monstrueux. On avait déjà eu un aperçu avec Moria se rendant seul sur la ruche pour secourir Absalom. Mais le fait que Perona réitère les exploits de son ex-capitaine tire sincèrement du respect. Ce n'est probablement pas sans raison, puisqu'à travers sa vive carte, on a pu apprendre que la princesse fantôme a été recueillie très jeune par Moria, qu'elle considérait comme un père. Il serait donc très intéressant avec cette partie de l'intrigue d'entrevoir un flashback de sa rencontre avec Moria, ainsi que les ambitions de ce dernier. Sans compter que ce quatuor, au-delà de Perona et Moria, se composait d'Hawkback et d'Absalom. Ce dernier étant mort, reste le docteur dont le sort est inconnu depuis Thriller Bark. Va-t-il réapparaître dans un futur proche et ainsi reformer le quatuor monstrueux? C'est une possibilité. D'autant que Vegapunk a fait mention d'un scientifique de West Blue qui serait à l'origine de la thèse du poids de l'âme, ce qui pourrait donc faire référence à Hawkback. Reste à savoir le rôle qu'aura l'ancien équipage de Thriller Bark dans cette guerre sanglante. Impel Down est donc de retour et à défaut que ce soit Ace qu'il faille secourir, cette fois il s'agira de Moria. Ce sauvetage pourrait permettre de faire de nombreuses découvertes sur les trésors et prisonniers dissimulés par Barbe Noire, ainsi que les alliances naissantes qui permettront de sauver cet ex-Shichibukai. Moria ne doit pas être le seul détenu important. On ignore le sort qui a été réservé à Wang Zi, ex-membre des Rocks, après sa défaite face à Barbe Noire. Il est possible qu'il soit détenu dans les profondeurs de son ancienne île dont il connaît probablement tous les secrets. Le trésor de son ancien coéquipier, le Captain Jaune, pourrait même être découvert sur cette île, ce qui susciterait l'intérêt de la Cross Guild. D'une part car Baggy recherche activement ce trésor, et d'autre part car le but de la Cross Guild est, comme l'indiquent les pirates, la quête des membres de la marine. Kobe est la cible idéale, sans compter tous les membres du Sword qui se trouvent à ses côtés. C'est donc l'occasion parfaite pour eux d'apparaître, et en particulier pour Mihawk. En effet, sa relation avec Perona n'est plus approuvée et leur séparation montre à quel point ils se sont
soucier de cette dernière. Mihawk pourrait aider Perona en prétextant qu'il ne la protège pas, mais qu'il est ici pour la prime de Koby. Elle s'y opposera probablement puisqu'il est quand même l'allié, lui ayant permis de sauver son capitaine. Ce qui nous ramène à mon hypothèse du ralliement des ex-Shichibukai à la Cross Guild. Moria n'ayant pas rejoint l'équipage de Barbe Noire, une alliance entre Crocodile, Baggy et Mihawk serait l'occasion parfaite de le faire revenir sur le devant de la scène. Perona et Moria pourraient bien rejoindre cette confrérie et remplir les rangs pour chercher ce manquant, Doflamingo et Webble à Impel Down. Reste tout de même à prendre en compte le fait qu'Egghead va devenir un véritable festival de marine affluent de toutes parts. Une occasion parfaite pour la Cross Guild d'intervenir. Ils devront peut-être se diviser comme l'équipage de Barbe Noire, envoyant d'un côté Crocodile sur Egghead, tandis que Mihawk se rendrait seul sur la ruche. Nombreux sont donc les scénarios concernant cette organisation qui risque, tout comme la nouvelle génération, de faire trembler les mers. Revenons à présent du côté de l'équipage de Barbe Noire. On retrouve sur la ruche Pizarro, Shiryu, Wolf et Vasco Shot tentant de garder l'île en l'absence de leur capitaine. Ce dernier menant une bataille des plus importantes sur Winner Island aux côtés de Vanogur, Burgess et Dokkyu. Cela implique que le navire aperçu sur Egghead dans les précédents chapitres pourrait partiellement être commandé par les 3 titans restants, à savoir Lafitte, Devon, mais surtout Aokiji. Sa dernière localisation étant celle de Whole Cake Island aux côtés de Vanogur qui sont parvenus à capturer Pudding. Or, Vanogur se trouve aujourd'hui sur Winner Island aux côtés de Barbe Noire, tout comme Pudding. Ce qui signifie que cette dernière n'a pas été emmenée à la ruche en tant que prisonnière, mais a été livrée directement à Barbe Noire. Il est donc probable qu'Aokiji ait pris la liberté de rejoindre Egghead avec Lafitte et Devon. Tout l'intérêt de voir Kuzan sur l'île scientifique serait de révéler qu'il est bel et bien un traître au sein de cet équipage. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que Kuzan est et restera un marine fidèle à ses convictions. Il a toujours agi en secret pour protéger les archives d'Ohara ou ses amis comme Zoro et Smoker. Aujourd'hui, l'homme que le gouvernement cherche à faire disparaître détient tout le savoir sacré de cette ancienne île. C'est pourquoi il est indispensable pour Aokiji de protéger Vegapunk. D'autant plus que l'amiral Kizaru, l'ancien partenaire de Kuzan, se trouve également sur l'île. Imaginez alors un combat entre ces deux monstres de puissance serait tout bonnement incroyable. La glace face à la lumière. Le climat d'Egghead serait extrêmement favorable pour Aokiji car cette île était initialement un lieu hivernal dont le climat a été modifié par Vegapunk grâce à un système d'air conditionné insulaire. Si Kuzan parvient à détruire cette technologie, il pourra exploiter pleinement cet élément naturel pour affronter son ennemi. Cependant, pour que ce duel ait lieu, il faut d'abord s'assurer qu'Aokiji est bien à bord de ce navire. Du côté des autres capitaines titanesques, Pizarro fait quant à lui une révélation particulièrement intéressante. Ils viennent à peine de réparer les dégâts causés par l'incident de Rocky Port, ce qui signifie que ce port était effectivement rattaché à la ruche. En y réfléchissant, c'est vrai que ça a du sens. La traduction de Rocky Port signifie port rocailleux, ce qui fait donc grand lien à l'épithète des Rocks. En tout cas, le fait que Rocky Port soit rattaché à l'île de la ruche explique davantage comment l'eau s'est procuré son cœur de pirate, lui permettant d'obtenir le titre de Shichibukai, puisque cette île est un essaim de pirates et c'est pourquoi elle a été nommée la ruche. D'un autre côté, ça nous permet également de mieux comprendre pourquoi l'incident de Rocky Port a permis à Barbe Noire de faire tomber Wang Zi. Si ce port était lié à la ruche, la bataille menée en ce lieu a amené l'ancien Roc à agir. On ignore encore si Barbe Noire l'a tué ou s'il l'a fait prisonnier. Dans le premier cas, ce serait intéressant si Ochoku était un détenteur de fruits du démon, car ça signifierait que l'un des membres de Barbe Noire en aurait hérité. Et le plus intéressant est justement celui de Pizarro. Si Wang Zi était l'ancien régent de la ruche et détenteur de ce fruit, cela aurait constitué un parfait moyen de dissimulation à l'encontre du gouvernement. D'autant que l'origine de son nom nous vient du célèbre navigateur chinois, aussi surnommé le roi sincère, tandis que Pizarro était appelé autrefois le roi dépravé. Mais ceci reste malgré tout de légers indices et rien ne peut garantir la mort de ce dernier. Il peut parfaitement s'être enfoui ou être maintenu en prison comme Moria. En tout cas, l'incident de Rocky Port a été l'événement marquant de l'ascension de Barbe Noire, mais surtout celui de Koby. Il est le premier à avoir obtenu un visuel de sa prime, tout comme il est le premier personnage que Luffy a rencontré en mer. L'importance de Koby dans ce chapitre suggère une nouvelle fois que ce personnage a beaucoup à révéler sur son histoire et pourrait être l'une des clés du One Piece. Et pour preuve, la libération des prisonniers est un effet miroir de ce que Luffy a accompli. Koby
est son véritable alter ego, version marine. Les prisonniers le soutiennent de manière infaillible et le considèrent comme un saint, tout comme le peuple de Skypiea et de Wano Kuni ont vu en Luffy un élu pour les avoir libérés. On peut compter par ailleurs pas moins de 561 prisonniers grâce au numéro adossé à leur t-shirt, ce qui dénote un nombre déjà bien conséquent de détenus. On y croise un membre de la tribu au long bras, deux au long cou, ainsi qu'un membre de la tribu des Minks. La question est de savoir à quoi peuvent-ils bien servir pour Teach. Ils sont désignés par Pizarro comme des esclaves invendus, ce qui indique que Barbe Noire pratique le commerce d'êtres humains, tout comme Doflamingo avec le marché aux esclaves. Mais connaissant Teach, je pense qu'il y a autre chose qui se cache là-dessous. Il ne semble pas s'en servir comme esclave ou comme homme de main, à l'image de Marie-Joise ou de Wano, qui construisent des armes ou travaillent pour Kaido. C'est pourquoi ça me surprend que Barbe Noire et ses vastes connaissances sur les races et fruits du démon ne projettent dans ses esclaves qu'une simple transaction de marchandises. Ou alors, ces fameuses transactions sont vendues à des acquéreurs bien précis. Un service rendu à des nations qui lui permettront plus tard d'avoir de solides alliés pour ses projets futurs, comme celui que nous allons découvrir au travers du flashback de Koby. Teach annonce son intention de faire de l'île des pirates un état souverain reconnu par le gouvernement, et le héros de la marine joue un rôle majeur dans la réalisation de ce projet ambitieux. C'est donc la première grande surprise de ce chapitre. Quel est ce plan machiavélique que prépare dans l'ombre Barbe Noire? Jamais dans l'histoire un pirate n'a réussi à ériger son drapeau sous l'égide d'une nation. Une véritable provocation que fait Teach au gouvernement, mais qu'il pourrait bien obtenir d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas le premier à vouloir bouleverser les codes institutionnels, puisque bien avant lui, la reine Otohime est parvenue à légiférer sa nation et sa race auprès du gouvernement menant les hommes poissons à la table des rois. Teach pourrait alors bien parvenir à ses fins et imposer une véritable anarchie dans le monde. Cette ambition folle ne m'a pourtant pas tant surpris que ça, puisque c'était l'un des sujets que j'avais traité dans ma théorie sur l'Aftel. Vous l'avez peut-être oublié, mais j'évoquais dans cette vidéo l'existence d'une nation présidée par des pirates et dont le nom était Libertalia. Un pays où les pirates ont construit un nouvel ordre social, multiculturel, multiracial et multinational en définissant eux-mêmes les lois et les coutumes. Ainsi Teach ferait de la ruche un paradis des boucaniers. Mais quel intérêt à notre Yonko d'être reconnu officiellement par le gouvernement? Dans One Piece, on sait qu'une île peut tout à fait devenir un pays sans avoir besoin nécessairement d'être reconnu par le gouvernement, comme c'est le cas pour Wano. Or, si Teach a cette attente, c'est que la seule raison concerne la rêverie, puisque tout pays reconnu par cette institution leur donne droit et accès à cet événement mondial. L'équilibre des trois pouvoirs s'est complètement renversé. Les Shichibukai ont été destitués, tandis que deux Yonko sont tombés. Barbe Noire est donc bien conscient que cette alliance avec le gouvernement peut être brisée à tout moment. Ce fin stratège doit alors avoir un plan pour tirer profit de cette situation avant que ces derniers ne trahissent les empereurs. Il a toujours su tirer parti de son statut en échange des services rendus. En capturant Ace, il a pu s'élever au rang de Shichibukai, lui permettant d'accéder librement à Impel Down et de rassembler les pires criminels du monde pour former son équipage. Grâce à ses actions, il a réussi à s'élever au titre de Yonko. Cependant, il sait que cette protection est temporaire et il doit agir rapidement pour grimper encore plus haut dans la hiérarchie. Et c'est là tout l'intérêt pour lui de faire de la ruche un royaume siégeant à la rêverie. En échange du tribut céleste, il bénéficie de la protection du gouvernement et d'une assise à la table des rois, et même en devenir président. Comme l'a souligné Garp, la rêverie est le lieu propice pour forger des alliances et des discordes au sein des différents pays. Mais pour pouvoir y prendre part, il faut accomplir un acte sacré, la promesse de ne jamais s'asseoir sur le trône vacant. Cela ouvrirait la voie à Teach de se tenir face au siège que son mentor Roger Chebek convoitait et qui aurait fait de lui le roi du monde. Sans compter qu'un grand pouvoir réside dans les souterrains de la terre des dieux, le trésor sacré de Marie-Joise, gardé dans l'ombre par Im. C'est pourquoi je ne crois pas que la seule raison pour laquelle Teach veuille faire reconnaître la ruche comme un pays soit une place à la rêverie. Il se pourrait finalement qu'il ait l'ambition folle de devenir le nouvel ancien royaume d'il y a 800 ans, pouvant rivaliser avec la Terre Sainte des dragons célestes. Aujourd'hui détenteur d'un équipage au fruit du démon exceptionnel, nombre d'entre eux pourraient s'avérer très utiles pour devenir la plus grande puissance du monde. San Juan Wolf a le pouvoir d'agrandissement, tandis que Pizarro possède celui d'une île. Faire de la ruche un immense royaume ralliant d'autres nations à sa cause grâce à la rêverie ferait véritablement de lui le roi du monde. Ce qui expliquerait pourquoi un des navires de Barbe Noire se rend aujourd'hui sur Egghead, la plus grande puissance scientifique
scientifique des mers. Car Vegapunk n'est pas le seul homme à détenir toute cette science. Il l'a partagée au travers de ses 6 satellites, dont l'un d'eux n'est autre que York, la traîtresse de l'île. Elle possède aujourd'hui toute la connaissance du génie Vegapunk, mais par-dessus tout, son alliance avec le gouvernement a été rompue, et ça, elle l'avait anticipé. York disait avoir un plan, et ce plan pourrait bien être lié à l'équipage de Barbe Noire. C'est pourquoi ils rejoignent aujourd'hui Egghead. Elle serait alors le 10e capitaine titanesque de cet équipage. Grâce à York, Teach pourrait effectivement acquérir la science de cet ancien empire et ainsi rebâtir l'ancien royaume par le biais de la ruche. Barbe Noire deviendrait alors la plus grande crainte de ceux qui autrefois avaient formé une alliance de 20 royaumes pour devenir le gouvernement mondial. La puissance de Barbe Noire n'a fait qu'accroître au fil du temps, et ce chapitre va nous permettre de comprendre comment il va prochainement atteindre le sommet du monde, puisqu'il nous est révélé les fruits du démon manquant de son équipage. Nous connaissions déjà ceux de Katarina Devon et son fruit du Kitsune, celui de Shiryu avec le fruit de l'invisibilité, et plus récemment, grâce à la bataille de Winner Island, les fruits de Burgess pour la force, Vanagur pour la téléportation et Dokyu pour la maladie. Aujourd'hui, c'est au tour de Pizarro, Vasco Shot et San Juan Wolf de nous faire découvrir leur pouvoir. Le premier à nous en faire une démonstration est Pizarro, détenteur du fruit de l'île, lui permettant ainsi de prendre le contrôle total de la ruche. Il peut ainsi modeler son corps à travers l'île, tout comme le faisait le pouvoir de Pika, mais semble tout de même bien plus puissant. Pika était pourtant une force de la nature, mais ne pouvait utiliser son fruit qu'à partir d'un seul élément, la pierre. Or ici, Pizarro peut littéralement contrôler l'île entière, ce qui comprend n'importe quelle zone, et ceci simultanément. Il peut se fondre aussi bien dans la pierre que dans du bois, comme on l'a vu à travers le parquet où se tenait Shiryu. Il ressent ainsi les différents changements qui peuvent s'opérer sur l'île grâce aux vibrations. C'est grâce à ce lien qu'il a pu détecter l'évasion des prisonniers. Il est une véritable sentinelle qui permet à son équipage de détecter toute action et intrusion au sein de son fief. Toutefois, ses capacités demeurent encore floues. Est-il capable de créer une île comme les scientifiques de Weatheria l'ont fait, ou peut-être peut-il simplement déplacer et prendre le contrôle de n'importe quelle île où il se trouve? Ce pouvoir est donc particulièrement vaste et on pourrait même l'imaginer prendre le contrôle d'Egghead, une île qui est, rappelons-le, liée au cerveau de Vegapunk. Cela confirmerait les propos de Jinbei concernant le risque qu'une personne mal intentionnée puisse s'approprier les connaissances du scientifique. En somme, le fruit de Pizarro semble incroyable et avec de nombreuses possibilités. En ce qui concerne à présent San Juan Wolf, il possède le Dekadekanomi, autrement dit le fruit de l'agrandissement. Grâce au vif-card, nous savions déjà que la taille démesurée de Wolf était due à son fruit et sa stature de géant. Cependant, ce chapitre nous révèle le fruit exact qu'il possède. Il n'est ainsi pas surprenant qu'il soit appelé le navire de guerre colossal. On ne sait cependant pas encore comment fonctionne ce fruit. Est-ce que son pouvoir ne se limite qu'à agrandir et non rétrécir? Y a-t-il une taille maximale qu'il puisse atteindre? Wolf n'ayant jamais fait usage de son fruit lors d'un combat, il est très difficile de jauger de ses capacités. Enfin, on va conclure avec le fruit de Vasco Shot, le Gabu Gabu no Mi. De nouveau, Oda opte pour faire correspondre le fruit à la personnalité de son personnage. Le roi de la bibine hérite donc du fruit de l'alcool. C'est un détail très intéressant car dans ma vidéo sur l'affrontement de l'équipage de Barbe Noire face aux Mugiwara, j'avais mentionné que Vasco Shot serait inspiré de la divinité grecque Momos, recueillie par Dionysos, le dieu de l'alcool. C'est pourquoi il se devait d'hériter de ce pouvoir et d'être à l'image de Kaido lorsqu'il est ivre, adoptant différents comportements après avoir bu. Ce fruit risque d'être très intéressant car le fait qu'il soit ivre ferait qu'on ne pourrait pas anticiper ses coups, comme Luffy lorsqu'il a combattu Ener en déconnectant son cerveau. Il pourrait également enflammer ses adversaires, les rendre ivres en cas de contact avec une bulle et même déclencher un incendie à grande échelle. On peut d'ailleurs se demander si finalement il n'était pas à l'origine de l'incendie qui a ravagé l'île où Bonnie avait été capturé. En tout cas, il serait sans nul doute l'adversaire parfait pour Zoro, mais il est évident que l'effet de l'alcool pourrait jouer en faveur de notre épéiste. C'est pourquoi Zoro serait clairement le pire adversaire pour Vasco. Il sera donc amusant de voir quel membre des Mugiwara sera confronté à lui. J'avais imaginé Franky à l'époque car comme Vasco, il fonctionne au carburant avec le cola. De plus, aujourd'hui avec le symbole de l'étoile sur le visage de Vasco, les rapproche étant donné que c'est l'emblème de la Franky Family. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir les prochains combats et
la puissance de cet équipage monstrueux. Barbe Noire a levé une armée de pirates aux fruits exceptionnels et la combinaison de leurs pouvoirs pourrait renverser le monde. Car imaginez si Pizarro, l'homme île, s'alliait au pouvoir du fruit de Wolf qui lui permet de grandir et de naviguer sur les mers. Il pourrait alors transformer son royaume en une terre mobile semblable à l'île des Vinsmoke. Tandis que si Vanagur venait à éveiller son fruit, il pourrait même parvenir à téléporter l'île n'importe où sur la carte en cas d'attaque. En bref, ces fruits sont parfaitement complémentaires. L'équipage possède également une défense massive avec Vasco Shot capable de brûler n'importe qui, la force de Burgess pour contrer les ennemis et les bulles d'alcool de Vasco combinées aux fruits de Dokkyu qui peuvent propager des maladies. Le mélange explosif de ces capacités opposées ferait alors le cocktail parfait face à un ennemi. Quant à Devon et Shiryu, ils sont l'élite de l'infiltration grâce à leur pouvoir d'invisibilité et de métamorphose. En bref, cet équipage est d'une puissance phénoménale, d'autant lorsque leurs pouvoirs se combinent. Et dans toute cette folie, je n'ai même pas encore mentionné leur capitaine, détenteur des deux plus puissants fruits du démon, le Guragura no Mi et le fruit des ténèbres. Sincèrement, je pense que parmi tous les équipages pirates existants dans One Piece, celui de Teach est parmi les plus effrayants et badass qu'on ait pu voir. Ils incarnent à la perfection l'image du pirate originel et même la décoration intérieure est spectaculaire et conforme aux œuvres de la piraterie. Je sais pas encore ce que prépare Oda pour cet équipage, mais ce chapitre souligne de nouveau à quel point ils sont les plus effrayants personnages de toute l'œuvre et que leurs ambitions n'ont pas fini de nous surprendre. Après toute cette analyse sur l'équipage de Barbe Noire, il est temps de se tourner vers leur ennemi, le Sword. Malgré qu'ils aient des titans face à eux, ils n'ont pourtant pas démérité. Hermep a réussi à convaincre Prince et son équipe d'intervenir sur la ruche pour libérer Koby. On découvre ainsi plus en profondeur la création du Sword, ainsi que leur pouvoir et fruits du démon. Aokiji révèle à Barbe Noire qu'il est inutile de négocier la libération de Koby, puisque ce dernier est membre de l'unité du Sword, une organisation d'anciens marines ayant officiellement démissionné, leur permettant ainsi d'ignorer certains protocoles comme s'attaquer à un empereur. Ce qui explique à présent pourquoi Drake Awano se demandait s'il y avait un moyen de retourner à la marine. Ils sont en quelque sorte des révolutionnaires de cette instance. Cette information peut ainsi nous permettre d'envisager certains membres jusque-là cachés, à commencer par Aokiji qui a démissionné de la marine après son affrontement face à Akainu. Je reste toujours sur l'hypothèse qu'il en est l'investigateur et peut-être même de mèche avec Vegapunk qui avait une grande influence parmi les marines. On peut également citer Smoker qui a toujours remis en cause les décisions du gouvernement et qui s'assimile à une justice modérée comme celle d'Aokiji et Fujitora. Ce sont des hommes qui prônent l'égalité, la paix et qui servent le peuple en dépit de l'instance supérieure. Smoker partageait derrière son expérience d'Alabasta avec Ishu où il lui révélait son impuissance et les tromperies du gouvernement mondial envers le peuple. Aujourd'hui on ignore ce qu'il est advenu de lui alors que sa collègue Tashigi s'est rendue sur la ruche sans lui, ce qui est plutôt surprenant. Il doit forcément préparer quelque chose et avec la révélation de ce qu'est le Sword, je serais pas vraiment étonné qu'il en fasse partie. Mais le membre secret du Sword que j'aimerais voir révélé est véritablement Monkey D. Garp. Il est un expert en matière d'insubordination et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a toujours refusé le poste d'amiral en chef. Le fait que Barbe Noire mentionne que le gouvernement ne peut révoquer Koby en raison de son statut d'héros de la marine peut parfaitement s'appliquer à Garp, puisque ce titre revenait bien avant Koby au grand-père de Luffy grâce à ses exploits sur God Valley. En somme, les membres secrets du Sword peuvent être très nombreux dès lors où ces marines partagent des idéaux communs comme ceux de Koby et qui œuvrent pour la paix et non pour les dragons célestes. Et on va très vite voir que ce concept s'applique parfaitement aux membres déjà connus de cette unité. Le sous-amiral Prince Glace se met donc en action pour protéger Koby. On reconnaît parmi eux les 3 personnages apparus dans la mini-aventure de la Oh My Family, ainsi que dans le chapitre 1061 lorsqu'Helmep leur supplie d'intervenir sur la ruche. On découvre ainsi le nom de l'un d'entre eux qui est la petite fille de Tsuru, Kujaku qui signifie pan, un nom d'oiseau une nouvelle fois associé aux femmes comme a pour coutume de faire Oda. Elle possède le fruit du Mushi Mushi no Mi, un pouvoir très badass et qui va permettre de rassembler tous les pirates au centre de l'île. Elle porte par ailleurs une mouette sur son chapeau, ce qui n'est pas sans rappeler celle de Sengoku. J'ai été très surprise de savoir que Tsuru était grand-mère, qui est son fils ou sa fille, mais surtout qui est le père. J'ai vraiment apprécié qu'Oda n'oublie pas Tsuru comme personnage car elle est tout de même considérée
considérée comme la femme la plus forte de la marine. Elle a partagé toute l'aventure de Garp et Sengoku et sait tout autant qu'eux les secrets que garde la grande instance. Le fait qu'aujourd'hui nous apprenons l'existence de sa petite fille et qu'une grande guerre se tient aux quatre coins du globe pourrait faire que cette dernière entre également en action. Mais au-delà de ce détail, j'ai surtout pensé à la réaction de Garp en sachant que Tsuru a réussi là où il a échoué. En effet, son rêve a toujours été que ses petits-enfants suivent son parcours et soient membres de la marine. A l'inverse, son fils est devenu chef des révolutionnaires tandis que ses petits-fils sont devenus pirates. C'est pourquoi le sauvetage de Kobe a une signification beaucoup plus particulière qu'on ne le pense. Mais on reviendra en détail sur ça juste après. Pour le moment, parlons simplement du Sword. On retrouve la jeune Hibari aperçue au chapitre 1061, qui nous montre ses capacités non pas à travers un fruit du démon, mais avec dans ses mains un sniper capable de transformer les balles en fleurs. C'est probablement une arme conçue par Vegapunk, puisqu'elle rappelle le concept des tanks à fleurs apparu dans la couverture du chapitre 1073. Enfin, on va conclure avec le pouvoir de Prince, qui détient le fruit de l'argile, lui permettant de façonner des êtres humains. C'est une référence directe aux divers mythes et religions qui décrivent l'argile comme le matériau utilisé par Dieu pour créer l'homme. Par ailleurs, ce fruit rappelle beaucoup celui de Caribou, dont les capacités sont similaires, mais dont la substance diffère, même si tout de même l'argile reste supérieure à la boue. Il s'agit donc d'un pouvoir qui a de nombreux atouts et qui semble très intéressant pour la suite de l'histoire. J'ai en tout cas été agréablement surprise du Sword, aussi bien en termes de design que de pouvoir et d'utilité. Toutes ces attaques combinées n'avaient qu'un but précis, libérer Kobe des griffes des pirates et les rassembler au centre de l'île pour le grand final. Une ombre se profile au-dessus de la ruche et le navire où se tiennent Tashige et Hermep laisse place à Garp qui, muni de son seul point enveloppé d'Aki des Rois, explose instantanément le centre de l'île avec son attaque Galaxy Impact. Une référence à l'espace en accord avec la thématique de la marine et les amiraux, mais surtout à travers Luffy, son petit-fils, le dieu soleil. Je ne serais donc pas étonné de voir Dragon utiliser une attaque à la dénomination cosmique également, et à l'image d'Ivankov, son bras droit, avec son Galaxy Wing. En tout cas, Garp explose tout sur son passage, il est venu libérer son protégé, celui qu'il considère comme le futur de la marine. Et quelle entrée spectaculaire! Si certains doutaient de la puissance de Garp, je pense qu'ici, il a mis tout le monde d'accord. C'est avec cette scène que tu réalises que si Sengoku l'avait pas arrêté sur Marineford, il aurait clairement détruit une partie de l'île, mais surtout aurait littéralement bouffé Akainu. D'autant que ça y est, c'est officiel, Garp est bien détenteur du Haki des Rois. C'était quasi évident, mais il fallait tout de même qu'Oda le confirme et c'est à présent chose faite. C'est sur l'ancien QG des Rocks que le héros de la marine fait un retour triomphant. Il a littéralement explosé le centre de l'île sans aucune arme, sans fruit du démon, ni pouvoir scientifique, mais juste à la force de son poing. En termes de superficie, ça reste tout de même bien moindre que le pouvoir d'Im capable d'éradiquer une île entière. Mais il est possible que Garp atteigne une superficie plus vaste grâce à ce coup. Celui-ci ayant été porté au centre de l'île, tout comme l'avait fait Sabo au Colisée, le reste des fondations pourrait s'effondrer à leur tour et créer une fissure du crâne de la ruche. Et c'est avec une scène comme celle-ci qu'on ne peut que prier très fort Oda pour qu'il nous offre un aperçu de God Valley. Cependant, en considérant la puissance actuelle de Garp, qui a tout de même vieilli, on peut supposer qu'elle était encore plus grande qu'il y a 38 ans. Ainsi, Louis, plus Roger, plus Chebek et l'équipage de ce dernier, qui comptait tout de même 3 futurs empereurs, auraient pu anéantir cette île de par leur simple puissance. On peut alors supposer que les événements de God Valley n'aient pas été engendrés par une arme antique ou les pouvoirs d'Im, mais bien par le choc du Haki des Rois de tous les monstres de puissance présents sur place. Comme nous l'avait dit Kaido, jamais les pouvoirs de fruits du démon domineront le monde, car rien ne surpasse le Haki. Outre God Valley, ce chapitre permet également de mettre en évidence le fait que Garp se soit volontairement bridé durant la guerre de Marineford. Il a pris sur lui par respect pour ses petits-enfants Ace et Luffy, qui ont choisi une voie différente de la sienne. En choisissant de ne pas intervenir, il a clairement montré son intention de respecter son engagement envers la marine, tout en prenant en compte ses petits-enfants. Et c'est ce qui me fait dire qu'il a dû envier Tsuru, qui, contrairement à lui, a vu sa petite fille rejoindre les rangs de la marine. Son aspiration a toujours été que ses petits-enfants suivent ses pas et s'engagent dans la marine. Malheureusement, son fils est devenu chef des révolutionnaires et ses petits-fils pirates. C'est pourquoi le sauvetage de Kobe dans ce chapitre a une signification beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. Il voit en Kobe le petit-fils qu'il a toujours rêvé d'avoir. Garp fera tout ce qui est en son pouvoir pour
protéger Koby comme il aurait aimé le faire pour Ace. C'est une scène vraiment très belle et à la fois très triste. Son arrivée dans les cieux est d'ailleurs très proche de celle de Luffy à Marineford. Il est probablement au courant de ce qui se passe sur Egghead avec Luffy, sans oublier son propre fils qui projette de renverser les dragons célestes. Sa seule contribution aujourd'hui est d'agir pour sauver Koby, ce garçon qui est l'avenir de la marine. Koby est un jeune homme ambitieux qui aspire à faire ce que la marine est censée faire, protéger les opprimés et maintenir la paix dans le monde. Ce sont bien là les idéaux de Garp. Il voit en Koby un reflet de lui-même et pourrait réussir là où il a échoué. C'est donc, comme je l'ai dit, une scène extrêmement touchante. Ce parallèle entre les héros de la marine de différentes générations unis par les Rocks est très marquant. Garp a obtenu ce titre après avoir sauvé les esclaves et Tenryubito de God Valley et fait face à Chebek, tandis que Koby libère les esclaves de la ruche et affronte l'équipage de Barbe Noire sur l'ex-territoire de Chebek, et donc Cheech partage les ambitions. Et c'est peut-être l'occasion parfaite d'obtenir un flashback de God Valley. J'ai sincèrement l'impression qu'Oda tente d'offrir un final à l'ancienne génération, celle qui brillait autrefois sur les océans, mais qui annonce que leur temps est révolu et qu'il faut faire place à la nouvelle génération. Ils vont leur confier l'avenir, un avenir incertain où le monde risque d'être bouleversé. Que ce soit Shanks ou Garp, ils nous prouvent qu'ils n'ont pas volé cette réputation de Goth. Mais je pense que l'histoire de ce monde va prendre un nouveau tournant pour faire place à une guerre où la nouvelle ère devra s'affranchir de l'héritage de leurs aïeux. Luffy, Koby, des hommes qui luttent pour la liberté commune et qui conduira à un monde meilleur, bien qu'ils soient aux antipodes l'un de l'autre. Un marine et un pirate. Les héritiers Monkey D passent donc tous à l'action. Le monde va être bouleversé par ceux qu'on nomme les ennemis naturels de Dieu, et d'autant plus par cette lignée exceptionnelle. Je ne sais pas si vous réalisez qu'en dehors de tous ces événements actuels, ce sont bien les trois héritiers Monkey D qui sont les principaux acteurs de ces événements. Luffy se trouve actuellement sur Egghead et a réussi à déplacer la plus grande instance des mers, accompagné d'un amiral et de 100 vaisseaux de guerre. Son père Dragon a l'intention de se rendre à Marigeoise pour renverser les dragons célestes, tandis que son ancien partenaire a déjà atteint le sommet de Redline. Et à présent, Garp prend place dans cette guerre en se rendant sur le territoire d'un Yonko, comme l'a fait son petit-fils avant lui avec Kaido. Cette famille est vraiment unique, comme si elle était à l'origine même de la lignée des Di, celle-là même à l'origine de cette lettre si mystérieuse. Et après avoir vu Luffy et Garp à l'œuvre, il est temps pour le chef des révolutionnaires de passer à l'action et de découvrir son véritable pouvoir et ses motivations. Il est celui que le monde attend, l'homme le plus mystérieux qui détient le savoir que le gouvernement tente de cacher. La question brûlante qui se pose à présent est « Qui mourra avec le sourire ?» En effet, nous nous préparons à assister à la plus grande bataille de One Piece, ce qui implique inévitablement des morts. Si dans celle de Wano on a pu y compter 2 membres du CP0, Izu, Hawkins ou encore Shutenmaru, alors doutez-vous bien que quand les plus grandes forces des mers croiseront le fer, des morts importantes seront à prévoir. Qui survivra à cette apocalypse imminente? Mon Death Note va donc être de retour, mais pas pour vous jouer un mauvais tour, car vous savez déjà qu'il y a inscrit le nom de Monkey D. Dragon et Trafalgar dit Waterloo. Cependant, je vais vous surprendre puisque celui de Garp n'y figurera pas. D'un, parce que j'en ai clairement pas envie, mais surtout parce qu'il est actuellement présent sur Honeycomb, ce qui n'est pas le cas de Teach, et sincèrement, je pense pas que son équipage soit en mesure de vaincre Garp, qui est clairement supérieur à eux, même avec tous les fruits du démon combinés. Sans compter qu'il est accompagné du Sword, à ne pas sous-estimer comme on l'a vu. Soyons clairs, si Rayleigh a été en mesure de faire fuir une partie de l'équipage de Barbe Noire, y compris Teach, tout en sachant que ce dernier pourrait vaincre le second Goldie Roger, je vois pas trop comment une partie de l'équipage de Teach pourrait faire face à Garp et au Sword sans leur capitaine. Ce qui me surprend cependant, c'est que Barbe Noire n'a pas anticipé ce scénario, lui qui préchote pourtant nombreux événements. Il a tout de même capturé le héros de la marine et devait se douter des répercussions. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ait laissé son territoire seulement une partie de son équipage, tout en sachant que la marine pourrait débarquer. Il y a peut-être autre chose qui se cache derrière ça, un plan plus machiavélique qu'on n'imagine pas encore. Si même le génie Shanks a commis une erreur de calcul en pensant que Teach se rendrait à Wano, c'est pour une bonne raison. Il prépare quelque chose de bien plus grand. Ces détenteurs du 10 semblent encore loin de nous avoir révélé tous les secrets et les pouvoirs dont ils sont dotés. Ce qui est sûr, c'est que la légende qui les entoure n'est pas qu'une simple légende et que leur nom fera prochainement trembler le monde.